Ma mère a simplement dit que j'étais jaloux de ma sœur, qu'elle était la véritable réussite et que je ne serais jamais comme elle. J'ai ri et lui ai répondu que la fille parfaite devait s'occuper de ses propres factures. Maintenant, ma mère m'attaque en justice. Bonjour Reddit. Je ne sais pas si c'est une confession, une lettre ouverte ou quoi que ce soit d'autre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'en parler. Si je garde ça pour moi, je vais exploser. Je m'appelle Gustavo, j'ai 34 ans, je travaille dans l'informatique, je vis seul, une vie normale. Rien d'extraordinaire, mais mon histoire familiale, c'est autre chose. Pendant toute ma vie, j'ai été celui qui ne dérange pas, celui qui ne parle pas fort, celui qui ne consomme pas de drogue, celui qui a étudié, travaillé, et ne voulait blesser personne. Ma mère, en revanche, était complètement amoureuse de ma sœur, Alicia. Elle a toujours été la star, la belle, la sociable, tout ce que je ne suis pas. Et moi? Eh bien, au moins elle n'est pas tombée dans la délinquance, disait ma mère en riant, ainsi m'a-t-elle toujours présentée. Vous savez ce que c'est de grandir en se sentant invisible? De faire tout ce qu'il faut et de sentir que ça ne suffit pas, parce qu'elle pouvait manquer l'école parce qu'elle était stressée, tandis que moi, je manquais une journée avec la grippe et c'était ne dramatise pas, Gustavo. Mais on grandit, n'est-ce pas? On se dit que ce sont des choses d'enfant jusqu'à ce qu'on réalise que le schéma se répète. Ma sœur n'a jamais réellement travaillé. Elle se présente comme une entrepreneuse digitale, elle partage des histoires avec des sacs chers et des verres de vin, et ma mère admire, regardez comme elle est géniale, c'est une vraie femme d'affaires. Pendant ce temps, je paye les factures de gaz, les réparations de la maison, les impôts. Une fois, je lui ai envoyé de l'argent pour rénover le toit, elle m'a répondu, tu fais ça parce que tu sais que tu n'as rien accompli d'important. Vous vous rendez compte? Ce n'était pas une blague, c'était dit comme si je lui devais quelque chose, comme si elle était Elon Musk et moi un naufragé armé d'un clavier. Et savez-vous ce qui est le plus perturbant? J'ai continué à l'aider parce que c'est ma mère. On doit être là pour elle. Jusqu'à ce qu'un jour, je lui dise non. C'était il y a quelques mois. Elle a encore demandé de l'argent et je lui ai dit, demande à Alicia, c'est elle qui a l'entreprise, point. Et là, tout a explosé. D'abord le silence, puis la colère, ensuite le victimisme habituel. Mais le pire est arrivé après. J'ai reçu un mail de la banque, alerte pour prêt sur garantie, la maison de ma mère. Pardon? Je file à la banque, je demande des explications et on me montre les documents. Alicia a hypothéqué la maison sans que personne ne le sache. Ma mère lui avait soi-disant donné un pouvoir pour effectuer des démarches des années auparavant, et elle l'a utilisé pour obtenir un prêt énorme, qu'évidemment, elle ne rembourse pas. Ils vont exécuter l'hypothèque. Et savez-vous comment j'ai appris tout ça? Parce qu'il y a 1000 ans, ils avaient mis mon numéro comme contact secondaire. C'est ainsi que j'ai réalisé qu'ils allaient se retrouver à la rue. Et maintenant ma mère m'appelle en pleurant, disant que je suis son unique espoir. Ma seule question est, quand ai-je été son espoir? Quand j'ai gagné un prix à l'école et qu'elle n'est pas venue me voir parce qu'Alicia avait une pièce de théâtre? Quand elle m'a dit qu'elle n'avait jamais été fière de moi? Ou quand je lui ai annoncé mon avancement au travail et qu'elle a simplement répondu, ce n'est pas si important? Et maintenant, je suis son héros. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté à regarder le plafond, le téléphone dans la main, en écoutant l'audio où elle pleurait, mais ce n'était pas pour moi. Elle pleurait pour la maison, pour ce qu'elle allait perdre, non pour ce qu'elle avait déjà perdu. Et la vérité Reddit, puis-je être une si mauvaise personne pour ne pas vouloir l'aider? Suis-je un mauvais fils pour avoir dit non? Je sens que si je cède cette fois-ci, je ne sortirai jamais de cette situation. Je vais continuer à être le plan de secours, l'enfant invisible, utile uniquement lorsque tout s'effondre. Et je ne le veux plus. Je vais vous raconter la suite, car la situation s'est encore aggravée. Spoiler, elle m'a traîné en justice. Oui, ma mère. Moi. Ce n'est pas une blague, elle m'intente un procès pour abandon familial. Et non, ce n'est pas une exagération. Dans ce pays, il existe une loi plutôt ancienne et plutôt floue stipulant que si un parent est en situation vulnérable et que l'enfant peut aider mais ne le fait pas, cela peut être considéré comme un abandon. Évidemment, je travaille dans le secteur informatique, j'ai un salaire raisonnable, je vis seul, je n'ai pas d'enfant, donc je suis la cible parfaite. J'ai reçu la notification un mardi, après une journée éprouvante de travail. En entrant chez moi, j'ai laissé mes clés, enlevé mon pull, et j'ai vu l'enveloppe.
Je l'ai ouverte, mon café froid à côté. Je lis demande pour non-respect des obligations familiales avec sa signature en bas, celle de ma mère. Je suis resté à fixer ce document pendant 1 minute entière. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. C'était comme si le monde était mis sur mute. La seule chose que j'ai ressentie, c'était une étrange combinaison de colère, de tristesse, et d'allègement. Oui, allègement, car au fond, c'était comme un permis, une signal. Une façon de dire, maintenant, vas-y, parle, raconte tout. Tu n'as plus à protéger personne, surtout pas quelqu'un qui ne t'a jamais protégé. J'ai trouvé une avocate, une véritable génie. Lors de notre première réunion, j'ai parlé pendant 1 heure et demie. Elle ne faisait que m'écouter, le visage sérieux, sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé et m'a dit, tu dois tout raconter, même ce qui fait mal, surtout cela. Et c'est ce que j'ai fait le jour de l'audience. Je n'oublierai jamais. Ma sœur n'est même pas venue, et évidemment, elle n'allait pas ternir son image sur Instagram. Ma mère, par contre, est entrée dans le tribunal avec une canne qu'elle n'avait jamais utilisée de sa vie. Mais là, elle était courbée, vulnérable, avec l'air d'une vieille femme brisée par la vie. Un spectacle qui me donnait la nausée. En même temps, la juge était jeune, avec ce regard comme si elle savait que ça allait être explosif. Ma mère a parlé en premier, pleurant beaucoup. Elle a dit que j'étais froid et égoïste, que Alicia subissait des attaques de panique, qu'elle ne pouvait plus gérer seule et que la maison était en péril. Je l'ai écoutée en silence, mais à l'intérieur, je bouillonnais et tremblais. Ensuite, c'était mon tour. Je me suis levé, les mains froides, mais la voix claire. Votre honneur, pendant plus de 15 ans, j'ai maintenu ma mère dans le silence. J'ai payé des factures, des réparations, des impôts, j'ai rénové une cuisine entière, le tout sans que personne ne le sache. Je l'ai fait parce que je croyais, de manière stupide, qu'un jour, je verrais quelque chose qui s'apparente à de la fierté dans ses yeux. Mais cela n'est jamais arrivé. Pause. Personne ne disait rien. Au lieu de cela, j'ai reçu des phrases comme « Je n'ai jamais été fier de toi ». J'ai grandi en voyant Alicia se prendre en selfies à la plage, celle qui était l'étoile tandis que moi, je travaillais dur. Un jour, j'ai gagné un concours de lecture à l'école et j'ai reçu un diplôme. Je suis rentré chez moi pour le lui montrer. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle l'a jeté au-dessus du réfrigérateur en disant « On verra ça plus tard, je suis occupée ». Elle ne l'a jamais lu, il a été taché d'huile et elle l'a finalement jeté sans y prêter attention. J'avais 10 ans. Ça m'a blessé au plus profond de moi. Pause longue. On pouvait entendre un silence étrange, un silence lourd. Je n'ai jamais été un fils. J'ai été une ressource. Et quand j'ai osé dire non, qu'a-t-elle fait? Elle m'a uniquement demandé « Pourquoi ? Pourquoi ne m'a-t-elle pas poursuivi en justice ?» Mon avocate a présenté les preuves, des audios, des captures d'écran, des transferts bancaires, tout, même un nous Alicia disait « Si tu n'aides pas, on va le presser par les moyens forts. » La juge a demandé un répit. Je suis sorti dans le couloir, respirant profondément, comme si, après 20 ans, quelqu'un me retirait une corde invisible autour du cou. J'avais les jambes tremblantes, mais pas de peur, de soulagement. C'était comme si je lâchais un sac à dos rempli de pierres que je traînais depuis mes 12 ans. Nous sommes revenus, la juge est entrée avec un visage sérieux, elle a lu son verdict, demande rejetée. Mais ce n'était pas tout, c'est inscrit dans les actes qu'une manipulation émotionnelle et un usage abusif des ressources économiques par la mère envers le fils ont été détectés. Ma mère n'a rien dit. Elle est restée les yeux rivés sur la table, pas un pleur, pas un mot. Je l'ai regardée une dernière fois et j'ai compris quelque chose que je ne voulais jamais accepter, elle ne m'a jamais aimé en tant que fils, seulement comme quelqu'un d'utile. Et maintenant qu'elle n'avait plus besoin de moi, elle voulait me punir. Mais c'était fini. Sortant du tribunal, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti de ma vie, la paix. Après le procès, je pensais que c'était fini, que je pouvais tourner la page. Mais non. 2 jours plus tard, je reçois un message sur Instagram que j'utilise peu, d'une journaliste. Bonjour Gustavo, je suis ton cas. Je travaille pour un média qui couvre des sujets de maltraitance familiale et de manipulation émotionnelle. Pouvons-nous en parler? Mon premier instinct a été de l'effacer. Je pensais, c'est bon, je ne veux plus de complications. Mais après, je me suis souvenu d'une nuit en particulier, j'avais 15 ans.
Alicia avait cassé une lampe très chère en jouant à l'intérieur avec un ballon. J'étais dans ma chambre à faire mes devoirs quand ma mère a découvert le désastre. Elle n'a même pas posé de questions, elle m'a engueulé, « Qu'est-ce que tu as fait, Gustavo ?» J'ai essayé d'expliquer, de dire que je n'y étais pour rien. Elle m'a dit de ne pas mentir en face, que j'avais toujours été maladroit. Peu importe ce que je disais, c'était toujours de ma faute. Cette sensation m'est restée. Puis j'ai pensé, et si cet article pouvait aider un autre gamin qui vit la même chose? Et si cela pouvait être utile à quelqu'un d'autre? J'ai accepté. On a discuté sur Zoom, j'ai tout raconté, j'ai montré des audios, des messages, des preuves. Elle m'a écouté avec une expression d'incrédulité. À la fin, elle a dit, « Ce n'est pas juste ton histoire. Cela va faire du bruit. » Et ça a fait du bruit. L'article est sorti 3 jours plus tard, le fils invisible qui a dit stop. L'histoire de Gustavo. En gros, ma mère disait qu'elle n'avait jamais été fière de moi jusqu'à ce qu'elle ait besoin que je sauve la maison, que ma sœur l'a hypothéquée en cachette. C'était une explosion virale, les réseaux sociaux inondés, des gens partageant, commentant, m'écrivant. Plus de 70 000 partages en 2 jours. Mais ce qui m'a le plus touché, ce sont les messages privés. J'ai vécu la même chose, merci de l'avoir raconté. Je pensais être le seul, maintenant je comprends tout. Tu es courageux. Je n'ai toujours pas pu couper les ponts avec ma mère. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas juste moi. Il y a une quantité incroyable de gens qui ont grandi de cette façon, à jongler pour un peu d'amour qui ne vient jamais. Au milieu de tout ce chaos, ma cousine, que je n'avais pas vue depuis des années, m'écrit. Je comprends tout, Gus. Désolé de ne pas avoir vu plus tôt comment il te traitait. Je te soutiens. Je n'ai pas su quoi répondre, je lui ai simplement dit « merci ». Mais tout ne fut pas des remerciements. Ma mère m'a écrit un message interminable, bourré de fausses culpabilités. Je ne peux pas croire que tu aies exposé tout cela. La famille ne se vend-il pas ainsi? Qu'est-ce qu'on t'a fait de si grave pour nous humilier ainsi? Et là, une scène m'est revenue en tête, un après-midi de pluie. J'avais environ 9 ans. Je rentrais de l'école, trempé jusqu'aux os, ayant oublié ma veste. Ma mère m'a ouvert la porte, m'a regardé et m'a dit, encore une fois, en me faisant passer pour un imbécile. Elle ne m'a pas demandé si ça allait, ne m'a pas pris dans ses bras, mais m'a engueulé parce que les voisins pouvaient m'avoir vu ainsi. C'est ce qu'ils m'ont fait toute ma vie. Je lui ai répondu, la destruction a commencé bien avant. Je n'ai même pas relu la réponse qu'elle m'a faite. Alicia a aussi envoyé un audio de 5 minutes en pleurant, je ne peux pas sortir, tout le monde m'attaque. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Je voulais juste qu'on s'en sorte toutes les deux. Mais toi, tu veux te faire passer pour la victime. Et ensuite, ce qui m'a le plus blessé, tu as toujours été le gris, l'ennuyeux, et maintenant, tout le monde te croit. Moi, j'étais la forte, Gustavo. Je suis éteint mon téléphone, je suis resté à regarder le plafond, et une autre image m'est venue à l'esprit, j'avais 17 ans, ma dernière année de lycée. J'ai dit à ma mère que je voulais étudier le design de jeux vidéo. J'adorais ça, je passais des heures à dessiner des idées et des personnages. Elle a ri, le design, ça ne mène à rien. Étudie quelque chose de sérieux, comme Alicia. J'ai fini par entrer dans le secteur informatique parce que c'était ce qu'il y avait de sérieux et de sûr. Elle ne m'a jamais demandé si ça me rendait heureux. Après tout ça, j'ai demandé un congé au travail, j'ai pris quelques jours. Je suis sorti me promener. Un après-midi, je suis passé devant la maison où j'ai grandi. Elle était fermée, les fenêtres baissées, sale, avec une notification judiciaire à la porte. Je suis resté là un long moment, j'ai vu un petit garçon passer sur son vélo, une femme promener son chien. Personne ne m'a regardé, personne ne savait que j'étais le fils qui n'existait plus. Et pourtant, pour la première fois, je savais parfaitement qui j'étais. Après que tout soit devenu public, après le procès, après l'audio de ma sœur en larmes, quelque chose a changé en moi. Je ne sais pas si c'était de la maturité, de la colère, de la clarté, ou tout cela en même temps, mais je sais que je ne me souciais plus de plaire à personne. Je n'étais plus cet enfant de 12 ans, attendant dans un auditorium vide que sa mère vienne le voir. Et avec tout ce chaos médiatique, vous savez ce qui s'est passé? Des entreprises, des startups ayant lu l'article ont commencé à m'écrire pour vouloir travailler avec moi. Un homme d'une société de conseil m'a dit, si tu as pu survivre à ta famille,
tu peux survivre à n'importe quel PDG. J'ai ri, mais j'ai accepté une des offres, qui était de diriger une équipe de développement pour une nouvelle application de santé mentale. Cela correspondait parfaitement. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, c'est-à-dire à cette station de métro de chez moi, ma mère et Alicia sombraient. La maison était en cours d'embargo. Alicia n'a pu payer aucune des mensualités. Le business digital qu'elle vantait en était que fumée. Elle a perdu son compte à cause des dettes envers les fournisseurs et les banques l'avaient marqué en rouge. Ma mère, sans maison, est allée vivre chez une cousine éloignée. J'ai appris cela parce que cette cousine m'a écrit sur WhatsApp, « Ta mère va mal, elle est très déprimée. Tu ne peux pas venir la voir un moment ?» Je n'ai pas répondu. Pas parce que je la hais, mais parce que je ne veux pas replonger dans cette situation dans laquelle on me dit que Gustavo est toujours là. Pendant tout ce temps, moi, pour la première fois, je me suis consacré à moi-même. J'ai commencé une thérapie 2 fois par semaine. J'ai repris le dessin que j'avais abandonné depuis que ma mère m'avait dit que ça ne servait à rien. Je me suis acheté un nouveau bureau, plus confortable, je me suis créé un espace, un chez moi. Un dimanche après-midi, en me promenant dans un parc près de chez moi, j'ai vu une mère applaudir sa fille qui apprenait à faire du vélo. La petite est tombée, sa mère l'a relevée, lui a nettoyé le genou et lui a dit « Tu es géniale, tu sais à quel point tu es courageuse. » Je me suis assis sur un banc et je me suis mis à pleurer comme un enfant, pas de tristesse, mais de soulagement, parce que j'ai compris que je n'avais jamais eu cela dans ma vie. Alicia m'a recontacté, avec un autre audio plus court, je sais que j'ai tout ruiné. Je voulais juste te dire que je ne peux plus. Tu me manques, tu sais, quand tu ne me détestais pas. Je l'ai écouté sans répondre, car je ne la déteste pas, je ne veux simplement plus faire partie de ce cirque. Récemment, j'ai donné une conférence à une université sur le burn-out émotionnel et les limites familiales. On m'a invité après avoir lu l'article. Quelqu'un a demandé, comment sais-tu quand il est temps de lâcher prise? J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, quand tu réalises que continuer à supporter ne te fait plus du bien. Ça te rend complice. 1 an s'est écoulé, un long an depuis ce jour, et si tu me demandes, oui, je vais bien. Pas parfaitement, mais bien, pour la première fois de ma vie. Aujourd'hui, je travaille en tant que leader technique dans une start-up de santé mentale. Oui, c'est ironique, non? D'être brûlé et manipulé par ma propre mère, pour enfin travailler dans une équipe qui aide les autres à ne pas vivre cela. Et vous savez quoi? Tout se passe bien, je gagne bien, j'ai des horaires humains et je travaille avec des gens qui ne me font pas me sentir comme une sous-merde pour exister. La semaine dernière, un de mes collègues m'a dit lors d'un appel, « Gus, c'est un plaisir de travailler avec toi, tu prends soin de nous sans crier sur personne. » J'ai ri, mais ensuite j'ai réalisé que personne dans ma famille ne m'avait jamais dit cela. J'ai même, pour la première fois en des années, de vrais amis. Pas de simples connaissances de travail, pas des gens qui m'écrivent uniquement quand ils ont besoin de quelque chose, mais de vrais amis. Les vendredis, nous nous réunissons pour jouer à la PlayStation ou simplement prendre une bière et parler de la vie. Ce qui est fou, c'est que je n'ai rien à prouver. Je n'ai pas besoin de gagner leur affection, on est juste là. Et oui, il y a une fille. Je ne veux pas en dire trop pour l'instant, mais elle s'appelle Lily. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence sur la santé émotionnelle à l'université. Elle travaille dans le design graphique, et tranquille, n'a pas de problème à parler de ce qu'elle ressent et écoute vraiment. Parfois, elle me dit, « Gus, tu vaux bien plus que ce que tu penses, tu as juste été entouré de personnes aveugles. » Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne veux rien précipiter. Mais quand je suis avec elle, je me sens en paix, et c'est déjà beaucoup. De l'autre côté, ma mère et Alicia, chacune de leur côté. Ma mère vit toujours chez cette cousine. Parfois, elle envoie des messages aléatoires, comme si rien ne s'était passé. Récemment, elle a écrit « Tu veux venir dîner ce dimanche? Je cuisine ton plat préféré. » Je n'ai pas répondu. Pour Alicia, je n'en ai aucune idée. Elle m'a bloqué sur tous les réseaux après l'article. Quelques amis m'ont dit qu'elle travaille dans un projet un peu farfelu, mais je m'en moque. Il y a quelques semaines, je suis passé devant la maison où j'ai grandi. Maintenant, elle est rénovée, avec des fleurs à l'entrée et des rideaux neufs. Une famille en est sortie, un père, une mère, 2 enfants riaient. L'un des petits m'a regardé, m'a demandé « Tu vivais ici avant ?» Je lui ai répondu « Oui, c'était ma maison. Maintenant, c'est la tienne. Prends en soin. »
Il m'a souri et est retourné jouer. Moi, je suis parti, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas écroulé. Je me suis juste senti serein, léger, et j'ai pensé que je ne perdais pas une famille, je perdais des gens qui ne m'ont jamais traité comme tel. Et j'ai gagné quelque chose de mieux, la paix, l'envie de vivre et, pour la première fois, de l'amour, un amour sain. Voilà, Reddit, merci de m'avoir lu. Si tu es arrivé jusqu'ici, peut-être que mon histoire n'est pas si épique, mais pour moi, elle représente tout. Et si tu lis cela et que tu sens que personne ne te voit, je te jure que tu n'es pas seul. Parfois, la famille se trouve à l'extérieur, et parfois, on la construit soi-même. En conclusion, merci à ceux qui m'ont soutenu, à ceux qui m'ont déçu, et à ceux qui se sont tus. J'ai lu les commentaires. J'en ai eu des centaines. Je ne pensais pas que cela me toucherait tant. J'ai déjà tout raconté. Mais une partie de moi porte encore ce poids à l'intérieur, cette petite voix qui me dit que peut-être, j'exagère, que ma mère n'était peut-être pas si mauvaise, que c'est peut-être moi le problème. Et quand je lis des commentaires qui me disent « Tu es un aigri, tu ne pourras pas vivre avec cette culpabilité », cette voix s'active et veut détruire tout ce que j'ai construit cette année. Mais non, je ne vais pas me laisser faire. Car peu importe les doutes, il y a des choses que je n'oublie pas, et je ne les ai pas inventées. J'en ai gardé en mémoire ce jour où je suis rentré en pleurant de l'école après qu'un garçon m'ait frappé. J'avais la bouche enflée. Ma mère m'a demandé « Et que as-tu fait pour qu'il te frappe ?» Elle ne m'a pas pris dans ses bras, ne m'a pas demandé si ça faisait mal. Elle a simplement supposé que, d'une manière ou d'une autre, c'était de ma faute. C'était toujours ça, tout le mal était de ma faute, tout le bien était invisible. Alors oui, les commentaires malveillants m'ont blessé, mais pas plus que toutes les blessures que j'ai déjà endurées. Et cette fois, je ne vais pas me taire. J'ai aussi vu de beaux commentaires de gens blessés, comme moi, des jeunes qui ont dit « Merci d'avoir écrit cela ». Cela m'a donné du courage pour m'éloigner. Moi aussi, j'ai grandi en étant le plan B. J'ai pleuré en lisant ces mots, car je m'y suis reconnu à chaque ligne. Et à ceux qui m'ont compris, merci. Merci de m'avoir fait sentir moins seul. Merci de m'avoir montré que je ne suis pas le seul à me briser à l'intérieur chaque fois que l'on me dit « Mais c'est ta mère ». Vous savez quoi? C'est ce que j'ai attendu si longtemps, être aimé. Quand on coupe enfin ce lien, on ne sait plus qui l'on est, parce qu'on a passé toute sa vie à essayer d'être ce qu'il voulait. Et maintenant, lorsque vous n'êtes plus sous ce contrôle, c'est le vide qui reste. Je commence à remplir ce vide petit à petit avec des petites choses, un travail que j'aime, des amis qui ne me jugent pas, une fille qui m'écoute sans vouloir me changer. Oui, il y a des jours où je me lève avec un sentiment de culpabilité, mais maintenant, j'ai quelqu'un à qui parler, et pour moi, c'est un miracle. Donc, si tu lis cela et que tu as peur de poser des limites, de te distancer, de rompre avec une famille qui ne fait que t'utiliser, je te jure, tu n'es pas un monstre. Tu es une personne qui en a assez de vivre pour les autres, et ce n'est pas mal. C'est sain, c'est nécessaire. Et si personne ne te l'a dit auparavant, je te le dis maintenant, tu n'as pas besoin de te briser pour être aimé. Tu es suffisant tel que tu es, même s'ils ne l'ont pas compris.